Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, c'est ça? C'est ça, histoire vraie. Une C'est mon histoire vraie. histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui est orphelin. Mhm. Hein, et c'est une période de ma vie que je raconte, en fait, dans l'histoire vraie, avec toutes les émotions que ça a pour représenter quand on reste orphelin. C'est des souvenirs très personnels, des images très personnelles de ma vie que j'ai retranscrits dans Histoire vraie, par l'intermédiaire de textes. Et surtout, c'est très visuel, c'est-à-dire vraiment des souvenirs. En fait, on m'a quasiment rien dit de cette période de ma vie. Je suis chez ma nourrice quand je me rappelle de mes premiers souvenirs. Et tout ce que je peux raconter avant n'est que en déduction de ce qui a pu m'être dit ou de ce que j'ai pu imaginer. Et c'est intéressant parce que c'est le ressenti de l'enfant. Et j'ai essayé de m'exprimer le plus possible au travers de ça, dans l'expression de l'enfant. Tu vas nous raconter plus tard quand tu es tombé, tu es un petit peu tombé dans le coma, c'est ça? Oui, j'ai eu un accident dans l'escalier principal de l'orphelinat et évidemment il y a un grand noir, je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc ça, on y reviendra un tout petit peu après, mais du coup, comment tu arrives dans cet orphelinat? Alors en fait, je suis un enfant, j'ai compris que j'étais un enfant qui n'était pas vraiment désiré. Je suis un enfant qui arrive, je suis probablement le cinquième, je ne sais pas exactement d'ailleurs, le cinquième d'une grande famille, et je suis le petit dernier. Et cet enfant qui n'est pas désiré, maman ne le souhaite pas. Donc elle va probablement lui faire vivre un enfer. Alors probablement, elle n'est pas vraiment responsable de ça, parce qu'elle est seule avec ses enfants. A priori, mon père n'est jamais là. Donc elle s'occupe de ses enfants dans un petit appartement de Romans-sur-Isère et très rapidement elle ne me supporte plus. Elle ne me supporte plus, je pleure tout le temps, elle est très en colère contre cet enfant qu'elle ne désire pas. Et donc je pleure tout le temps et ça fait que elle va finir par avoir un acte probablement malheureux, puisque c'est ce que me racontera ma sœur plus tard. Elle aura été violente avec moi. Dans un de tes textes, ta sœur te dit: maman, elle ne t'aime pas, tu es méchant, tu pleures tout le temps. Tu sais ce qu'est la cicatrice là sur ton visage, c'est maman qui te l'a faite avec une cigarette. Effectivement, c'est là où j'en ai déduit qu'on a dû effectivement retirer à ma mère tous ses enfants, c'est qu'elle aurait été violente avec moi quand j'étais bébé. Mais cette phrase, évidemment, va être très marquante pour moi. Mais ce qui va me marquer énormément moi, c'est cette notion « tu pleures tout le temps, t'es méchant, tu pleures tout le temps ». Je vais en arriver à me dire que vraiment je suis méchant quand je pleure. Tout au long de mon enfance, je vais retenir tes larmes. Ouais, parce que si je pleure, je suis méchant. Et ça, c'est pas bon. Un enfant qui peut plus s'exprimer même dans ses peines. Ses émotions, oui. Les émotions. On lui enlèvera ses enfants qui seront mis à l'orphelinat, sauf moi. Moi, je suis un bébé, et donc un bébé qui est retiré de sa mère à cette époque-là et mis chez une nourrice. Et c'est là que j'arrive chez la nourrice. Une époque de ma vie d'ailleurs qui est très belle, qui est loin d'être triste et malheureuse, on pourrait croire. Mais en fait, chez la nourrice, je vais découvrir un très très bel environnement, la ferme. Il y a des animaux, il y a la fontaine, toute une atmosphère que j'aime, où j'ai l'impression de partir dans un monde naturel, végétal, animal, puisqu'il y a les animaux de la ferme. Et je vais tout de suite adopter ça. Je vais être très à l'aise avec ça. Et j'en ai le souvenir visuel. C'est mon premier souvenir visuel, c'est celui de chez ma nourrice. En fait, je vais y rester 3 ans à peu près chez ma nourrice. Certainement que je ne me rappelle pas de tous les souvenirs de chez ma nourrice. Les premières années, on ne s'en rappelle pas. Mais je vais être marqué par cette vision de chez ma nourrice, par le fait que quand on va me mettre à l'orphelinat, je change complètement de cadre. Et je pense que ce changement de cadre, mon souvenir va être amplifié et je vais penser, je sais que je ne pense que ça quand je suis à l'orphelinat, à l'espace que j'ai vécu chez ma nourrice, qui est des moments heureux. Chez ta nourrice, il y a un petit peu ce cocon, en fait, dans lequel tu es, avec les animaux, la ferme, etc. Tu arrives dans un endroit qui est austère, comme tu dis. Voilà, austère, on est un peu la prison. On est quand même dans l'ambiance de la prison, où on se déplace en rang, il y a des lignes infranchissables, des lignes virtuelles par terre, on nous dit qu'il ne faut pas les franchir. Le rythme de la vie est marqué par des moments importants, le réveil, la douche, le petit déjeuner, la sortie dans la cour,
le retour de la coupe pour aller au réfectoire. Le réfectoire, il y a tout un rythme effectivement journalier bien cadencé, bien réglé, où on se déplace par deux en rang, et comme à la caserne, et effectivement, et où il s'installe, je dirais, un grand vide. Et tu es avec plein d'enfants, mais on n'est pas toujours en harmonie, loin de là. Chacun défend un peu aussi son territoire. Il y a un peu des rivalités omniprésentes dans les jeux, entre autres, même dans la distribution du goûter, où on va se battre pour avoir la pâte de fruits rouges au lieu de la pâte de fruits orange. Voilà, donc il y a un climat qui est vraiment austère, c'est surtout comparé à là où tu étais avant, en fait. Voilà, c'est ça surtout comparé par là. Oui, puis même, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'amour. On ne s'attache pas vraiment à nous. Il n'y a personne qui s'attache vraiment à nous. Les seuls moments d'amour qu'on a, c'est quand il y a des stagiaires, des jeunes stagiaires qui viennent s'occuper de nous. Elles sont plus attentionnées. Mais sinon, tout le reste du temps, c'est la rigueur administrative. On doit faire les choses quand on doit les faire, à telle heure, on doit faire telle chose, etc. Tout est rythmé dans le temps. C'est l'époque qui veut ça. Ouais. Je pense que c'est l'époque qui veut ça. Au jour d'aujourd'hui, on va s'attacher beaucoup plus au caractère de l'enfant, à comment il est, etc. Une de tes sœurs t'en a voulu. Elle t'a dit que c'était à cause de toi qu'elle s'était retrouvée. En fait, je crois qu'elle m'en veut, je sais qu'elle m'en veut, mais en fait, je ne réalise pas en tant qu'enfant. Je suis donc à l'orphelinat, je viens d'arriver à l'orphelinat, et on me présente mes sœurs, ce qui ne veut absolument rien dire pour moi. Parce que moi, je n'ai aucun souvenir de ce que c'est que la famille. Et donc, on me présente des filles que je considère comme des grandes filles. Et ma sœur, n'a pas l'air, elle, d'apprécier cette rencontre. Non seulement elle n'a pas l'air d'être appréciée, mais elle me dit carrément toi, t'es méchant. Et elle me dit que t'es méchant, tu pleures tout le temps. J'ai mis des années, j'ai mis jusqu'à l'âge de 50 ans pour comprendre pourquoi elle me disait ça. Parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi me disait-elle ça? Et en fait, j'ai compris que d'abord, cette grande sœur, finalement, elle avait que 7 ans. C'était donc une petite fille et non pas une grande sœur. Pour moi, c'était un monde beaucoup plus grand, donc c'était une grande sœur. Et que cette petite fille de 7 ans, en fait, elle me reproche que c'est à cause de ce bébé qui pleure tout le temps qu'on l'a mis à l'orphelinat. Donc je suis pour elle la cause de son malheur, en fait. Pour elle, de la séparation de sa mère. Et puis surtout, elle voit que sa mère ne me désire pas. Parce qu'elle me dit t'es méchant. Et à un moment donné, elle me dit carrément maman ne t'aime pas. Et pourquoi elle me dit ça? Moi, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire en plus. Je ne vois pas du tout, ça n'a pas de sens pour moi. J'ai 5 ans et elle en a 7, je ne vois pas du tout où elle veut en venir. C'est pour moi. Ça, du coup, tu t'en es rendu compte aux alentours de tes 50 ans, c'est ça? J'ai compris l'histoire, j'ai compris ça. Parce que tout au long de ma vie, je vais me poser cette question. Pourquoi elle me dit ça? Puis après, en voulant me repencher sur l'histoire vraie, justement, c'est là que j'ai recadré les choses. Je me suis dit, mais c'est une enfant. Elle me dit ça parce qu'elle a souffert de la séparation de sa mère. Mais c'est pas méchant en soi, on ne peut pas lui en vouloir, c'est ça que je veux dire. C'est tout à fait normal qu'elle dise ça. Je vais rencontrer toujours ce problème de dualité avec ma sœur. Toute ma vie et encore aujourd'hui, il y a ce problème de dualité parce que je vais être adopté et elle ne le saura pas. Donc elle est jalouse de cette situation. Moi, on vient me chercher pour m'adopter et elle va rester à l'orphelinat. Donc il y a une souffrance énorme qui va se traduire par une méchanceté en fait. Elle va être tout au long de sa vie agressive avec moi et méchante avec moi. Même quand j'étais enfant, ici, on a eu l'occasion à Montbonneau de la recevoir et elle était agressive avec moi. Il y a une rupture affective pour elle aussi énorme. Elle a vécu avec sa mère. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avec sa mère. Donc elle a des souvenirs de sa mère. Donc cette rupture, elle l'a jamais digérée. Et ça, c'est les marques psychologiques qui sont importantes. Hein. Et donc, dans un de tes textes, tu parles donc de l'orphelinat. Tu nous racontes du coup, quand tu t'es réveillé dans cette espèce de nuage blanc, c'est ça, dans l'infirmerie, du coup, qui était l'infirmerie. C'est un moment de ma vie où je suis particulièrement dépressif. Un moment
franchement, j'ai même imaginé que je n'existe plus. Je le dis d'ailleurs dans un de mes textes. Juste à ce moment-là, je pense vraiment que je ne sers à rien, que je n'ai aucun sens dans ma vie. Et je m'évade avec mon petit chien, parce que je parle beaucoup de mon petit chien de paille avec qui je me confie. C'est mon doudou, comme on dit aujourd'hui. Et donc, en faisant cette chute dans l'escalier, où je me réveille dans un univers en coton, où là, effectivement, il y a beaucoup de douceur. Il y a la gentillesse de l'infirmière, il y a une approche qui fait que je me dis, mais où suis-je? Je suis dans un autre monde. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui surtout a un regard doux, affectif. Et elle ne me parle pas tellement, hein, elle n'est pas mais elle a cette présence de douceur. Et en plus de ça, elle a avec elle cet appareil, cette boîte métallique avec un fil de fer dessus, comme je le décris, qui est un transistor évidemment, et qui fait de la musique que je ne connaissais pas. Donc tout d'un coup, je me dis, tiens, en plus, il y a une musique, c'est un univers magique. Et en fait, ce qui va me réveiller, ce qui va me sortir de cet endroit, je suis triste de ça d'ailleurs, à un moment donné, c'est que j'entends tout d'un coup dans le couloir les talons aiguilles de la directrice. Je n'ai pas la chance d'être parti dans un autre monde. Je suis bien encore à l'orphelinat. À nos âges d'enfants, l'enfance c'est très important, on sait que c'est très important au niveau affectif. Bien sûr. Je suis en rupture affective une première fois, séparé de ma mère. On me met chez ma nourrice où je me sens bien. Et là on va me refaire une rupture affective, où on va me mettre à l'orphelinat. Donc je passe de rupture affective en rupture affective, parce que même si ma mère est violente avec moi quand je suis bébé, ça restait ma mère. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'un enfant est marqué par ça. Sa séparation, même si la mère est violente, le fait d'être séparé de sa mère quand on est bébé, c'est évident qu'on peut faire que du mal. Et arrive derrière la nourrice, où je me sens très très bien, en plus qui va me donner le sein, qui va me nourrir. Ah oui. Parce que, ben oui, comme une vraie mère, elle va me nourrir, comme à l'époque ça se faisait. Je vais avoir l'intimité d'une mère. Donc, je suis une fois de plus arraché, séparé, et encore une rupture affective. Et ça ne va pas être la seule. Tout au long de ma vie, je vais de rupture affective en rupture affective. Donc il y a eu des bons moments, des mauvais moments, mais surtout des mauvais, si j'ai bien compris, principalement, dans cet orphelinat. Oui, disons que quand tu es enfant, tu ne sais pas ce qui est bien et mauvais. Hein. C'est une épreuve, c'est vrai. Je dirais plus que c'est une épreuve qui m'a construit. Hein. Et c'est vrai que avant mon adoption, puisque je vais être adopté, je ne sais pratiquement pas parler, je ne parle pratiquement pas. Je reste dans un monde extrêmement restreint au niveau communication, qui est celui essentiellement de mon petit chien paille, que, comme je dis dans mon texte, je suis le seul à comprendre. Il a des mots doux que seul moi peux-je comprendre, que les autres ne comprennent pas. Parce que la violence de l'environnement fait que je m'évade avec lui. Bien sûr. C'est ton seul moyen de sortir de tout ça. Mon seul moyen de m'échapper, c'est mon petit chien. Une fois que cette période de l'orphelinat, on va dire, commence à se terminer, elle se termine parce que on te présente à deux personnes qui vont être tes parents adoptifs, du coup. Voilà. À la fois, ça part évidemment d'un bon sentiment, mais à la fois, ça me fait très peur. Parce que j'ai déjà peur de ce que je viens de vivre. Je viens de vivre déjà des épreuves, et je ne sais pas si ce qu'on me présente va être pire ou mieux que ce que je dis à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qu'on te dit quand on te présente à ces gens-là? Tu t'en rappelles ou pas? Alors, on me les présente. Monsieur, Madame Vaillant, on me les présente par leur nom. Alors déjà, aussi, il faut savoir que comme je suis très traumatisé par mon mode de vie, dès qu'on me parle un peu fort ou dès qu'on m'impose quelque chose, je pisse dans ma culotte, j'urine. Directement, je suis complètement traumatisé. Et donc, pour que ceci n'arrive pas, avant de me présenter à ces... Il m'emmène aux toilettes tout le temps pour être sûr que quand je me présenterai à ces gens-là, je ne fasse pas pipi devant eux, tu vois. D'abord, pourquoi? Parce qu'on est 5 ou 6 enfants à être présentés à monsieur et madame Vaillant. Et ils vont choisir. Là, on ne m'a pas dit qu'ils venaient pour m'adopter. Je pense qu'il y a eu un moment où monsieur et madame Vaillant ont dit que c'était moi qui voulais... Elle pose la question, est-ce que tu serais content d'aller vivre? Ça te ferait plaisir d'aller vivre chez monsieur et madame Vaillant? Et là, je ne les connais absolument pas, et je reste totalement muet.
Je pense d'ailleurs que j'ai pissé, je ne me rappelle pas, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai pissé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Et je pense, en plus, je me rappelle très très bien que je pense que je vais partir tout de suite avec eux. J'ai l'impression que je vais partir. Alors, ce n'est pas le cas, en fait. Parce qu'en fait, l'après-midi, ils se proposent de passer du temps avec moi. Et effectivement, on va passer l'après-midi ensemble dans la cour. Et donc, du coup, là, je comprends qu'il y avait peut-être un peu d'amour là derrière, effectivement, et d'affection. Parce que lui, il a les yeux rieurs, et il aime la nature, il me parle de la nature. Moi, j'adore ça. Je sens qu'il y a un contact qui s'installe, et lui aussi d'ailleurs. C'est grâce à lui que je vais m'éveiller, que je vais sortir de cette forme d'autisme, de fermeture complète de ma personnalité, en fait. C'est lui qui va éveiller le petit garçon. Oui, mon père va me dire qu'ils m'ont choisi parce que j'avais l'air d'être l'enfant le plus malheureux. Le plus triste, le plus malheureux, celui qui leur faisait plus de peine, donc ils m'ont choisi moi. Et c'était la réponse que m'a fait mon père un jour quand je lui ai posé la question par rapport à ça. Pourquoi moi, pas plus que les autres? Et il va me dire, t'avais l'air tellement le plus malheureux dans le groupe qu'on a eu pitié, le mot, il faut le sortir. Et Madame Vaillant, ma mère adoptive, elle va me parler aussi avec douceur, gentillesse, prendre du temps. Et elle va même me dire, chose que j'imagine vraiment pas, qu'il y a une chambre pour moi dans la maison qui m'attend. Alors moi, je vis dans un dortoir avec d'autres enfants, donc je n'imagine pas que je peux avoir un endroit où dormir, une pièce juste pour dormir pour moi. Bien sûr. Voilà. Là, tu comprends déjà que tu vas changer de vie. Là, en fait, je ne parle pas tout à fait du déroulement qui s'est passé derrière, puisqu'il s'est passé plusieurs jours. Je ne sais même pas, c'est pas plusieurs semaines qui sont passées entre le moment où ils sont venus me voir et que je les ai rencontrés dans la cour, et le moment où ils sont venus me chercher. Il y a un moment où on m'annonce que monsieur et madame Vaillant viennent me chercher. Et alors on va me préparer là aussi, c'est très... J'ai un petit sac avec mes affaires. Je suis assis dans l'escalier froid du couloir et j'attends avec impatience l'arrivée de... Voilà, une image. Et là, tu comprends? Et là, c'est là que je comprends. Et je vais avoir peur. C'est vrai que je suis traumatisé. Je ne sais pas où je vais. En plus, j'ai jamais pris de voiture sur des distances comme ça. On va faire créer Grenoble-Montbonneau. C'est pour moi, c'est une distance énorme. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai jamais voyagé aussi longtemps et je regarde les paysages par la fenêtre qui changent tout le temps. Je vois les grands immeubles de Grenoble en arrivant sur les grands boulevards. J'étais très impressionné par ça. Par la ville, en fait. La ville, le bruit des voitures. Tout d'un coup, je découvre un univers encore qui est étranger, très étranger. Et puis, je vais arriver à Montbonneau dans un petit chalet. On va m'amener au petit chalet de Montbonneau. Et là, c'est un nouveau monde aussi. Mais j'ai très peur. Et j'ai les genoux qui tremblent. Donc ça, concrètement, tout ce que tu nous racontes là, c'est la première partie de ta vie, la première partie de l'histoire vraie. L'orphelin. L'histoire vraie, c'est vraiment l'histoire de l'orphelin. Racontée avec mes yeux d'enfant. C'est-à-dire que j'ai bien essayé de ne pas retraduire ça sous la forme d'un texte d'adulte. D'accord, donc en fait, tu vas nous représenter tout ça dans un spectacle. Oui, il s'agit de mettre en scène un vrai spectacle, effectivement. Parce que c'est thérapeutique, cette écriture a d'abord été thérapeutique. J'avais besoin d'écrire ça pour essayer de comprendre cette partie de ma vie. Déjà, pour essayer de la comprendre. Pourquoi je n'avais aucun souvenir de cette partie de ma vie, et si j'en avais, pourquoi je n'en parlais jamais? Parce que déjà, quand je suis arrivé dans cette maison où je suis aujourd'hui, où mes parents adoptifs m'ont élevé, on m'expliquait que j'avais la chance d'être adopté, donc ce qui s'était passé avant, ça n'avait pas d'importance, puisqu'aujourd'hui j'étais heureux, j'étais adopté. Or, c'est pas comme ça que le cerveau d'un enfant fonctionne. Un enfant a besoin, comme tout le monde, de savoir un peu d'où il vient, ses attaches et qu'est-ce qui s'est passé avant. Et j'avais juste ces souvenirs en tête. Et je me disais, mais ces souvenirs, à l'âge de 50 ans encore, c'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de mettre en place mon écriture, me travaillent. Je me disais, mais c'est pourquoi que ces images me reviennent en permanence? Pourquoi elles reviennent en permanence? Parce que j'avais besoin de raconter l'histoire vraie, l'histoire
de ce moment vécu. Donc en écrivant, je donnais une chronologie à tout ça, je donnais un sens à tout ça, et je donnais une réalité à tout ça, qui m'a permis de ne plus souffrir. Parce que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir le vivre, en le matérialisant, en concrétisant par un écrit, et bien au jour d'aujourd'hui, je ne souffre plus de cette période de ma vie. C'est important.